Canapé Rouge. J'ai également présenté des émissions avec Patrick Sébastien, donc j'ai un peu l'impression de revenir à la maison. Donc on va dire que je me sens déjà un petit peu comme chez moi. Maxime Chatham. Le cri du silence brisé, la confession d'un homme consumé par le mépris. C'est une onde de choc qui traverse la France littéraire. Maxime Chatham. Le maître incontesté du roman noir. L'écrivain des ténèbres et des secrets murmurés à voix basse vient de briser son propre silence. Lui, l'homme discret, mesuré, presque ascétique dans sa manière d'habiter le monde, a lâché une bombe. Une confession brutale, tranchante comme la lame d'un de ses thrillers, dirigée non pas contre un personnage imaginaire, mais contre une femme bien réelle, une femme qui, selon ses mots, a détruit tout ce qu'elle touchait. Ce nom, il ne le prononce pas, mais tout le monde dans le microcosme littéraire croit savoir de qui il s'agit. Une femme autrefois, au centre de son univers, son égérie silencieuse, celle qui aurait inspiré certaines des héroïnes les plus tourmentées de ses romans. Aujourd'hui, cette muse d'hier devient sous la plume, et la voix de l'écrivain, l'incarnation de la trahison du mensonge et de la douleur. Là, il y a des âmes qui empoisonnent tout même la beauté, aurait-il confié dans un entretien d'une intensité rare où chaque mot semblait trembler sous le poids d'années de rancune contenue. Le public stupéfait n'en revient pas. Les fans qui voyaient en lui un homme de mystère et de pudeur découvrent un visage ravagé par le dégoût et la désillusion. Sur les réseaux, les réactions se multiplient, Chatham en colère. Impossible, il parle comme un homme blessé, pas comme un écrivain. Certains saluent le courage de l'auteur d'exposer sa vérité, d'autres plus sceptiques y voient une mise en scène, un geste désespéré pour exorciser ses propres fantômes, mais derrière cette explosion médiatique, c'est un être humain qu'on devine au bord du gouffre. Maxime Chatham n'écrit plus pour fasciner. Il écrit pour survivre. Sa voix habituellement feutrée s'est changée en cri, et ce cri personne ne l'avait vu venir. Un cri contre l'amour, contre la trahison, contre lui-même, le cri d'un homme qui pour la première fois se montre nu face à ses démons. La France retient son souffle, les mots de Chatham plus noirs que jamais résonnent comme un verdict. Même les génies ont des plaies qu'aucune fiction ne peut guérir. Tout a commencé un soir d'automne à Paris, dans le cadre feutré d'une émission littéraire en direct sur France 2, où Maxime Chatham, invité pour parler de son nouveau roman, a soudain pris une direction inattendue, sans prévenir personne. Le décor était paisible, les lumières tamisées, le ton convenu mais son visage fermé, ses mains tremblantes et son regard fixe laissaient deviner qu'il portait un fardeau trop lourd pour continuer à le taire. Il n'a pas lu de passage de son livre, il a simplement dit, d'une voix calme, presque glaciale, « Je ne peux plus continuer à écrire dans le mensonge. Il y a une femme dans mon passé qui a souillé tout ce que j'étais. Tout est parti de là. La salle est restée muette. Les journalistes médusés ne savaient s'il s'agissait d'une métaphore ou d'un règlement de compte réel. Mais lui poursuivait, implacable, « Cette femme m'a détruit. Elle a pris mes mots, mes émotions, et les a retournés contre moi. Elle a fait de ma sensibilité une arme pour me réduire au silence. J'ai gardé la tête haute pendant des années par respect pour mes lecteurs, mais aujourd'hui, je veux que la vérité sorte. La femme dont il parlait, sans la nommer, n'était autre que celle qui partagea sa vie, pendant plusieurs années, une figure connue du milieu artistique et littéraire française, reconnue pour sa beauté froide et son intelligence tranchante, une femme qui avait inspiré certains personnages féminins, sombres, de ses romans, à succès. On parle d'elle comme d'une ancienne actrice, reconvertie en critique culturelle, proche de nombreux auteurs influents. Leur histoire avait commencé dans la passion
et la fascination intellectuelle, mais s'était terminé dans un chaos silencieux, des manipulations, des trahisons, des mensonges, que Chatham avait longtemps dissimulé derrière son calme légendaire. Dans son aveu, il ne cherche pas à se victimiser. Il décrit froidement la descente vers le mépris absolu. Elle m'a appris le goût amer de la confiance perdue, dit « J'ai vu le mal sous le masque de la douceur ». Ce n'était plus de la douleur, c'était de la pourriture qui se propageait dans mon art, dans mon âme. Je l'ai haï, non pas pour ce qu'elle m'a fait, mais pour ce qu'elle m'a fait devenir. Le ton de sa voix n'avait rien. D'un cri, c'était une confession clinique, une autopsie émotionnelle, prononcée avec une précision chirurgicale. Dès le lendemain, les extraits de l'émission se sont répandus sur toutes les plateformes. Les réseaux sociaux se sont enflammés. Les mots de Chatham cités hors contexte ont fait trembler le monde de l'édition. Les titres des journaux s'entrechoquaient. Maxime, Chatham, règle ses comptes. Maxime, Chatham, brise le tabou. Maxime, Chatham déverse sa haine. L'onde de choc fut immédiate. Des éditeurs évoquaient déjà une rupture d'image irréversible. Des libraires refusaient de commenter. Des lecteurs parlaient de trahison d'autres. Au contraire, y voyaient un acte de courage, presque mystique. Dans les cafés littéraires de Saint-Germain, on commentait chaque phrase, analysant les gestes, les silences, les regards. Ce n'était plus un auteur, c'était un symbole en train de s'effondrer devant tout un pays. Ses proches amis écrivains, certains visiblement pris de court, tentaient de tempérer, mais les dégâts étaient faits. Les mots de Chatham résonnaient comme un coup de tonnerre dans un ciel trop calme. Plusieurs sources proches de l'auteur racontent qu'il préparait cette confession depuis des mois, épuisé par les non-dits, les rumeurs et les souvenirs qui le hantaient. Chaque roman qu'il écrivait semblait raviver les blessures anciennes. Les scènes de trahison dans ses livres étaient autant de miroirs d'une histoire personnelle qu'il n'avait jamais assumée, jusqu'à cette nuit d'automne où il a choisi de tout dévoiler. Son éditeur principal, Gallimard, aurait tenté de le dissuader en vain. Il aurait répondu d'une voix ferme « Je préfère être détesté pour ma vérité que vénéré pour mon mensonge ». Dans les jours qui suivirent, il se retira de la vie publique, laissant derrière lui un chaos médiatique sans précédent. Les journalistes traquaient la mystérieuse femme qu'il avait évoquée. Les spéculations allaient bon train. Certains affirmant reconnaître des détails d'elle dans des passages précis de son roman « L'appel du néant » où l'héroïne trahit le narrateur en exploitant ses secrets pour nourrir sa propre gloire. D'autres rappelaient des interviews anciennes où il évoquait discrètement une relation toxique jamais nommée. On redécouvrit des photos d'eux, ensemble, lors de festivals littéraires, leurs regards tendus, leurs sourires figés. Les signes étaient là depuis longtemps, mais personne ne voulait les voir. Aujourd'hui, la France entière en parlait. Ce n'était plus de la littérature, c'était de la chair et du sang. À mesure que les jours passaient, la confession prenait des allures de tragédie moderne. Des fans se rendèrent devant sa maison en banlieue parisienne, déposant des lettres, des messages de soutien. Des opposants criaient à la manipulation médiatique. Des journalistes fouillaient dans son passé. Les plateaux télé s'en emparaient chacun, y voyant le reflet d'une époque où la frontière entre l'art et la vie s'est effacée. Maxime, Chatham devenait malgré lui le visage d'un mal contemporain, celui des émotions publiques, exhibées jusqu'à l'épuisement, et lui silencieux, enfermé dans son bureau à Saint-Leu, la forêt continuait d'écrire des phrases hachées, nerveuses, comme des éclats de verre.
On dit qu'il travaille sur un texte intime, presque testamentaire, où il ne sera plus question de crime imaginaire, mais d'un seul crime réel, celui d'avoir aimé trop fort un être qui ne le méritait pas. Les derniers hommes qu'il a publiés sur ses réseaux avant de disparaître résonnent comme un adieu. Je n'ai plus peur de l'ombre, maintenant je la regarde en face. Les ténèbres ne sont pas dans mes livres, elles étaient en elle, et désormais, elles sont en moi. Ces mots terribles ont glacé ses lecteurs unis entre fascination et effroi. Maxime Chatham n'est plus seulement un auteur, il est devenu son propre personnage perdu dans le labyrinthe qu'il a lui-même construit et dont il ne semble plus vouloir sortir. Depuis cette nuit-là, rien n'a plus été pareil dans le monde feutré des lettres françaises. Les mots de Maxime Chatham continuent de flotter dans l'air comme une cendre qui refuse de retomber. Les plateaux télé s'enchaînent, les chroniqueurs dissertent, les experts en communication littéraire s'arrachent les cheveux pour comprendre ce geste insensé. Comment ? Un écrivain aussi calculé, aussi méticuleux dans la gestion de son image, a-t-il pu tout renverser en quelques phrases ? Mais c'est justement là que réside la force du choc. Ce n'est pas un coup de pub, c'est un cri d'âme, un aveu d'épuisement total. Un proche de l'auteur confie, sous couvert d'anonymat. Il vivait dans une tension constante entre l'homme qu'il est et le mythe qu'il a créé. Le masque a fini par se fissurer. Cette femme qu'il évoque, il l'aimait d'une manière presque maladive. Il l'a idéalisée puis détestée avec la même intensité. On dit qu'elle l'aurait quitté pour un autre, écrivain plus jeune, plus brillant aux yeux du milieu, une haute trahison qui aurait laissé en lui une plaie jamais refermée. Pendant des années, il a transposé cette douleur dans ses personnages féminins, ambigus, fortes en apparence, mais rongés par la duplicité. Aujourd'hui, il a simplement cessé de se cacher. L'un des passages les plus commentés de son interview reste cette phrase glaciale. Elle n'a pas trahi un homme. Elle a trahi une humanité entière. Cette déclaration sans nom ni contexte a suffi à déclencher une chasse à la vérité. Les tabloïds se sont jetés sur l'affaire. Les photographes traquent la supposée muse. Les réseaux sociaux débordent de spéculations et de jugements. Certains voient dans ces mots un acte d'art pur, d'autres une vengeance personnelle. Il y a ceux qui crient au génie et ceux qui dénoncent la cruauté médiatique. Les éditoriaux du Figaro, de Libération et de Paris. Match s'opposent violemment. L'un parle d'une catharsis nécessaire, l'autre d'une chute irrémédiable. Dans les coulisses de Gallimard, les tensions sont palpables. Les ventes, Mimi Seconde, ces livres explosent paradoxalement. Les librairies se vident en quelques heures de ses romans, alors même que son image se noircit. À vue d'œil, l'homme qu'on surnommait le chirurgien des âmes sombres devient l'objet d'une autopsie publique. Un écrivain qu'on croyait maître de ses ombres, pris à son propre piège. Les témoignages affluent de ceux qui l'ont connu. Ceux qui évoquent un perfectionniste obsessionnel. Un solitaire hanté par l'idée de loyauté d'autres rappelle son regard vide au lendemain d'une séparation houleuse. Dans son cercle privé, certains affirment qu'il s'était déjà isolé bien avant la confession, que ses nuits étaient peuplées d'insomnie, qu'il parlait de ses manuscrits comme d'armes contre le mensonge. L'interview n'aurait été que l'aboutissement d'une longue dérive intérieure. La presse publie alors une série de photos de lui prises à la sortie de son domicile capuche, rabattu sur la tête, traits, tirés, regard fuyant. Il ressemble à un fantôme errant dans la lumière crue d'un scandale qu'il a lui-même déclenché. On dit qu'il aurait refusé toute sollicitation médiatique supplémentaire, qu'il ne répond plus à ses éditeurs ni à ses amis.
seul. Un communiqué bref a été publié sur ses réseaux. Je n'ai dénoncé personne. J'ai simplement cessé de mentir. Ces mots ont suffi à relancer le feu que tout le monde prétendait vouloir éteindre. Sous le vacarme médiatique, la vérité semble se dissoudre dans la rumeur. Mais un élément a ravivé l'incendie quelques jours plus tard. Un extrait inédit de son carnet personnel, retrouvé dans une interview inachevée, a été divulgué par un ancien collaborateur. On y lit cette phrase déchirante. « Je l'aimais comme on aime un poison. Je savais que j'allais mourir, mais je continuais à boire. » L'image a frappé les esprits. Elle résume tout le drame. La dépendance affective, la lucidité, la fatalité. La femme qui l'accuse sans la nommer devient une ombre universelle, celle de la trahison que chacun reconnaît quelque part en soi, alors que la tempête continue de gronder. Certains intellectuels osent défendre Chatham, affirmant qu'il vient de redonner à la littérature française sa dimension la plus brute, celle de l'émotion à vif de la vérité, sans phare. D'autres dénoncent un spectacle morbide, une exploitation du trauma pour vendre du papier et des clics. Le pays se divise comme lors d'une affaire d'État. Les plateaux télé ne parlent plus que de lui. Les magazines rivalisent de titres outranciers. Maxime Chatham, la chute d'un dieu, les ténèbres du génie, le bourreau et la victime. À mesure que les jours passent, l'homme se mure dans le silence, plus personne ne sait où il se trouve. Certains affirment qu'il s'est réfugié en Normandie, d'autres qu'il a quitté la France. Les rares personnes à lui avoir parlé disent qu'il écrit encore frénétiquement un texte d'une noirceur absolue, une confession finale qui pourrait tout emporter. Le monde des lettres retient son souffle. La fiction et la réalité se sont mêlées jusqu'à se confondre. Maxime Chatham est devenu son propre roman, un thriller sans fin, où la victime et le coupable portent le même nom et où le lecteur ne sait plus s'il doit compatir ou trembler. Les semaines ont passé, mais le tumulte ne faiblit pas. Chaque jour apporte une nouvelle rumeur, un nouveau fragment d'histoire, un nouveau témoignage sorti de l'ombre. On ne parle plus d'un simple écrivain, on parle d'un phénomène culturel, d'une fracture ouverte dans la psyché littéraire française. L'affaire Chatham, comme on l'appelle désormais, est partout dans les journaux, les talk-shows, les podcasts, les colonnes des critiques. On décortique ses phrases comme des aveux codés, on analyse ses silences comme des cris étouffés. Il est devenu malgré lui une obsession nationale, une énigme vivante que chacun tente de résoudre selon sa propre vérité. On raconte qu'il aurait été aperçu à Deauville, seul marchant sur la plage, sous la pluie, le visage mangé par le vent. Ses proches parlent d'un homme méconnaissable qui ne supporte plus ni la lumière, ni le bruit des gens. Son téléphone reste éteint, sa boîte mail saturée de messages d'admirateurs et de menaces. L'atmosphère autour de lui est celle d'une tragédie antique, lente, implacable et fascinante. Les médias ont commencé à exhumer d'anciennes interviews, à relire ses romans à la lumière de cette confession soudaine. Dans chacun de ses livres, désormais on croit percevoir un indice, une cicatrice, un écho de cette femme mystérieuse. Certains critiques affirment qu'elle serait le modèle de l'héroïne de Léviathan, d'autres qu'elle hante les pages de l'Appel du néant comme un fantôme masqué. La frontière entre fiction et réalité s'est dissoute dans un brouillard d'interprétations obsessionnelles. Les plus cyniques évoquent d'un coup de génie marketing. Les plus lucides parlent d'une autodestruction volontaire. D'après une source interne à sa maison d'édition, Chatham aurait refusé toute tentative de contrôle, d'image ou de communication. Il aurait dit simplement « Je n'ai plus rien à sauver ». Quand un homme n'a plus peur de sa ruine, il devient libre.
Ces mots froids résonnent comme un manifeste désespéré dans une époque obsédée par la façade. L'audience de ces réseaux continue de grimper chaque jour. Des milliers de lecteurs redécouvrent ces anciens romans comme s'ils y cherchaient un code secret, une confession anticipée. Dans les signatures de livres abandonnés, dans les vitrines, on dépose des fleurs, des lettres, des bougies. Les fans pleurent l'écrivain qu'ils croyaient connaître. Les autres se délectent du scandale et s'en nourrissent comme d'un feuilleton noir à ciel ouvert. Ce qui frappe, c'est la solitude absolue dans laquelle il semble sombrer. Lui qui a bâti des univers entiers de ténèbres imaginaires se retrouve prisonnier de sa propre obscurité. Le malaise est partout palpable. Certains anciens amis prennent la parole avec prudence, évoquant un homme fatigué, instable, rongé par la culpabilité. D'autres plus proches encore confient qu'il a toujours vécu avec un sentiment d'imposture, qu'il écrivait pour conjurer la peur de disparaître, que cette confession n'est pas une rupture, mais l'aboutissement d'un lent effritement intérieur. Dans un documentaire improvisé diffusé sur une chaîne culturelle, un critique résume la situation d'une phrase glaçante. Maxime Chatham a ouvert la cage de ces monstres, mais il a oublié de s'enfuir avant qu'ils ne sortent. Ce commentaire circule partout, repris sur les réseaux, imprimé sur des affiches collées sur les murs des librairies. Il devient le symbole d'une époque où les héros tombent en direct et où la frontière entre génie et folie devient une ligne de plus en plus fine. Dans la nuit du scandale, une vidéo anonyme apparaît sur YouTube. On y voit Chatham, dans une lumière faible, écrivant sur une table encombrée de papier froissé. Sa voix est à peine audible, mais on l'entend murmurer. « J'ai voulu écrire pour guérir, j'ai écrit pour saigner. » Ce court enregistrement d'une minute déclenche une nouvelle vague d'émotions et d'analyses. Certains y voient une mise en scène, d'autres une ultime tentative de parler au monde sans passer par les mots d'autrui. Les rédactions s'affolent, les forums s'embrasent, les fans pleurent à nouveau. Cette fois, la tragédie semble totale. La France littéraire n'a jamais rien connu de tel. Un écrivain adulé au sommet de sa gloire, s'effondrant publiquement sous le poids de son propre cœur, tout semble désormais suspendu à une question silencieuse que personne n'ose poser. Ce qu'il écrira ensuite, si toutefois il écrit encore, décidera du reste de son destin. Car il n'y a plus d'entre-deux, plus de demi-teinte. Maxime Chatham est désormais condamné à être ou bien un phénix renaissant de ses cendres, ou bien un spectre perdu dans les ruines de ses mots. Les jours suivants plongent la France dans une attente fébrile, comme si tout un pays retenait son souffle en espérant un signe de l'écrivain disparu. Les rédactions ont les yeux rivés sur la moindre fuite, la moindre photo, la moindre rumeur. Les fans scrutent les moindres mouvements sur ces comptes officiels, cherchant une trace, un mot, un signal de vie. Mais rien ne vient. Le silence s'épaissit étouffant comme un brouillard de plomb. Certains parlent d'une retraite volontaire, d'autres d'une dépression sévère. Il se murmure qu'il aurait quitté la région parisienne pour se réfugier dans une vieille maison de campagne en Bretagne, un lieu battu par le vent et la mer, là où l'on n'entend plus que le cri des mouettes et la pluie contre les vitres. Dans les milieux littéraires, on s'agite, les éditeurs tentent de calmer les investisseurs. Les attachés de presse multiplient les communiqués flous et les fans créent des groupes de soutien intitulés « Nous attendons »,« Maxime ». On parle de lui comme d'un mythe, brisé mais toujours vivant, suspendu entre deux mondes, celui de la gloire et celui de la chute. Puis un matin, un journal publie ce que tout le monde redoutait et espérait à la fois, un texte signé de sa main, une lettre ouverte,
intitulé simplement « La fin du mensonge », il y raconte sans détour l'histoire de cette femme désormais clairement identifiée, une critique littéraire influente qu'il avait rencontrée lors d'un salon du livre à Lyon, 10 ans plus tôt. Il décrit leur première conversation comme une collision de deux esprits affamés de beauté et de douleur. Il avoue l'avoir aimée au point de perdre la raison et d'avoir écrit pour elle les pages les plus sombres de son œuvre. Il raconte comment elle s'est immiscée dans son univers jusqu'à le vampiriser émotionnellement, comment elle a utilisé ses confidences pour alimenter ses propres chroniques, comment leurs nuits de passion se sont transformées en guerre psychologique et comment elle a fini par livrer leurs secrets à un autre écrivain sous couvert d'analyse littéraire. Ce fut, dit-il, le point de non-retour, la trahison absolue, celle qui m'a dépouillé de ma voix et de ma foi, écrit-il d'une plume fiévreuse. Ce passage glace le sang, car on y sent la lucidité d'un homme au bord du gouffre, mais encore debout. Il ajoute « Je ne cherche ni pardon ni vengeance. Je veux simplement que la vérité cesse de se cacher derrière la bienséance des salons. L'effet est immédiat. Les médias explosent. La lettre est reprise. Mot pour mot, sur toutes les chaînes, les plateaux de télévision s'enflamment. Les journalistes s'arrachent les droits de reproduction. Les radios diffusent sa voix enregistrée dans une lecture posthume de son texte. Le public oscille entre admiration et malaise. Certains saluent la sincérité d'un artiste qui refuse de jouer la comédie, d'autres dénoncent une cruauté impardonnable envers une femme qui désormais subit la fureur médiatique. Le nom de la critique circule sur les réseaux malgré les tentatives de censure. Sa réputation s'effondre en quelques heures. Elle supprime ses comptes et disparaît à son tour, laissant derrière elle un sillage de scandale et de honte. Le duel silencieux entre les deux anciens amants devient une guerre de symboles. Lui, le créateur qui brûle son œuvre pour dire la vérité. Elle, la muse, devenue monstre aux yeux du public. Ce face-à-face invisible hante la France culturelle pendant des semaines. Des écrivains prennent parti des féministes, dénoncent une manipulation des lecteurs, pleurent un amour détruit par la lumière trop crue du réel. Chaque phrase de Chatham devient une arme, chaque mot une blessure réouverte. Son éditeur annonce la réédition spéciale de ses romans avec une préface inédite où il évoque la frontière entre fiction et aveu. Les précommandes explosent tout en alimentant le malaise collectif. Plus personne ne sait s'il faut lire ses livres pour comprendre l'homme ou l'éviter pour ne pas se brûler à son feu. Ce que tous sentent pourtant, c'est qu'un chapitre irréversible vient de s'écrire dans l'histoire de la littérature française. Maxime Chatham n'est plus seulement un auteur, il est devenu une légende tragique, une figure d'autodestruction et de vérité nue. Son silence, désormais, résonne plus fort que tous les cris, et chacun pressent qu'il n'y aura pas de retour en arrière, ni de rédemption possible. Le monstre et le génie ne font plus qu'un, et la France, fascinée, ne peut que regarder cet homme englouti par ses propres mots. Et tandis que le silence retombe comme une poussière d'encre sur les ruines de sa confession, la légende de Maxime Chatham continue de brûler dans les esprits. On ne sait plus s'il reviendra ou s'il s'est déjà dissous dans ses propres ténèbres, mais une chose est sûre, le mystère ne fait que commencer. Abonnez-vous pour ne rien manquer du prochain chapitre de cette descente aux enfers littéraires.